Et bonjour une nouvelle fois, on continue cette journée de Retail Connect avec encore une fois une nouvelle conférence. Alors on parle retail et on a commencé cette journée en parlant de mode circulaire, de durabilité dans les vêtements. C'est vrai qu'aujourd'hui la question de l'écologie et de l'environnement quand même prend de plus en plus de place, surtout en Europe. C'est vrai qu'à ce niveau-là on a quand même un petit peu d'avance. Et c'est dans cette continuité de ce sujet qu'on va aujourd'hui aborder l'innovation dans le retail grâce à l'économie circulaire. Alors pour cela, on est en compagnie de Marine et Robin. Salut à vous. Donc Marine de chez Terra Cycle et Romain de Loop. Alors là où c'est intéressant, c'est que moi j'ai un peu regardé. Donc on est sur d'une part une société qui permet de trier à maximum les déchets, de les comprendre mieux, et d'une autre part une Loop qui va essayer de récupérer ça pour faire des emballages. Voilà, j'ai résumé un petit peu, mais je suis sûr que vous allez mieux vous présenter derrière. Dans tous les cas, de très bons intervenants pour parler de cette thématique. Si vous avez la moindre question, surtout, n'hésitez pas, c'est la dernière fois que je le dis aujourd'hui. Hein, donc n'hésitez surtout pas à utiliser le chat également. On a posé plusieurs fois vos questions dans la journée. Voilà, je passe mon micro. C'est à vous. Merci beaucoup. Bon, alors, merci tout d'abord de nous avoir invités à ce Retail Connect 2023. Donc, je suis Marine et avec mon collègue Romain, comme on vous l'a dit précédemment, on va vous parler aujourd'hui de solutions concrètes que TerraCycle et Loop peuvent apporter dans le domaine du recyclage pour TerraCycle et du réemploi pour Loop. Donc, quand on parle d'économie circulaire, on parle souvent des 3 R. On parle aussi des 5 R, des 8 R, mais on va en rester à 3 R pour aujourd'hui, qui sont la réduction, qui est primordiale, la réutilisation ou le réemploi, et pour finir, le recyclage. Donc la mission de TerraCycle, c'est d'éliminer la notion de déchet. Donc ambitieux comme objectif, sur lequel on travaille depuis environ maintenant 20 ans. Donc je vais vous parler dans la première partie de cette présentation du recyclage, des déchets dits difficilement recyclables et aussi de la réintégration des matières recyclées dans des nouveaux emballages ou des nouveaux produits. Dans la seconde partie de cette présentation, Romain vous en dira plus sur notre plateforme de réemploi qui s'appelle Loop. Donc, nous opérons à l'échelle mondiale dans 20 pays à travers le monde, dont 12 en Europe et bien évidemment en France. Nous avons également une fondation, la fondation TerraCycle, qui opère en Thaïlande pour recycler les déchets de rivière avant qu'ils n'atteignent l'océan. Donc, comme je l'ai dit, on a été créé il y a bientôt 20 ans aux États-Unis et nous avons toujours, enfin aujourd'hui, des centaines de partenariats avec des entreprises de toute taille, de tout secteur, mais qui ont tout à cœur de limiter leur impact sur l'environnement. Nous travaillons aussi régulièrement et avons des partenariats avec des retailers. Peut-être certains d'entre vous sont parmi nous aujourd'hui. Et donc des retailers, de grands retailers, notamment comme Carrefour, Walmart, Target, Auchan, Boots en Angleterre. Et donc nous établissons ces partenariats aujourd'hui, car on voit depuis les dernières années un élan croissant et un appétit grandissant des retailers de participer à ces initiatives autour du développement durable, mais aussi de les mener en collaboration avec leurs suppliers, bien sûr. Donc TerraCycle est un expert dans le domaine du développement durable et des sujets du recyclage et du réemploi, comme je l'ai dit. Donc nous siégeons régulièrement à des tables rondes sur les sujets de pollution, de réduction du plastique, du recyclage, notamment à la Fondation Ellen MacArthur ou encore WWF. Et d'ailleurs, j'ai le plaisir de vous dire que nous avons été récemment accrédités. TerraCycle a été accrédité comme une entreprise dans le cadre de la protection des Nations Unies pour l'environnement. Et nous siégeons en ce moment même à Paris, au siège de l'UNESCO, sur les sujets de la pollution plastique. Donc nous avons, avec nos marques partenaires, dans le cadre de ces projets innovants, obtenu des récompenses tout au long des 20 dernières années. Et je vais en mentionner une, c'est le Momentum for Change qui a été décerné à TerraCycle et Procter & Gamble pour la création d'une bouteille de shampoing qui a été fabriquée à partir de 25% de plastique de plage.
Donc, pour entrer dans le vif du sujet du troisième R, qui est le recyclage, voilà la division historique de TerraCycle qui s'affaire vraiment à recycler, à collecter et à recycler tous ces déchets dits difficilement recyclables. Donc, ce qu'il est très important de comprendre et fondamental, c'est l'équation du recyclage. Donc, qu'est-ce qui détermine la recyclabilité d'un produit ou d'un emballage? Donc, tout simplement, ça va être de regarder tous les coûts associés à la collecte, au transport et au traitement de ces déchets et de le comparer à la valeur de la matière première qui en résulte. Donc, si tous ces coûts sont inférieurs à la valeur de la matière première secondaire, à ce moment-là, le déchet est considéré comme recyclable. Donc, c'est tout ce qui va être sur la gauche ici du slide, avec les bouteilles en PET, les canettes d'aluminium, le verre, le papier. Donc, ici, en France, tout ce qui va être mis dans la poubelle jaune. Donc, les grands acteurs du secteur, comme les Suez ou les Veolia, s'attachent à recycler ce genre de déchets parce qu'ils sont profitables, parce que c'est profitable pour eux de le faire. Par contre, tout ce qui se trouve sur la droite, donc tout ce qui va être textile, multimatériaux, jouets, maquillage, etc., tout ça, c'est considéré aujourd'hui comme difficilement recyclable parce que personne ne met les ressources derrière les actions nécessaires pour la collecte et le recyclage de ces déchets. Donc vous allez me dire pourquoi TerraCycle s'enquiert à travailler sur ces déchets-là. Donc la façon dont nous répondons à un problème économique, c'est avec un business model, qui convient pour résoudre ce fossé économique. Donc c'est-à-dire qu'on va travailler avec les marques et les retailers pour financer la collecte, le transport, le stockage et le recyclage de ces matériaux. En contrepartie, nous travaillons sur les différents retours sur investissement, les différents leviers qui vont être recherchés par les marques ou les retailers. Le principal étant bien sûr l'impact positif sur l'environnement, pour éviter à tous ces déchets de finir enfouis ou incinérés. Mais ensuite, nous travaillons aussi étroitement pour faire en sorte que ces programmes de recyclage puissent être complètement intégrés dans leur stratégie marketing et commerciale. Donc, pour la suite, j'ai choisi de vous présenter quelques exemples de retailers avec lesquels nous travaillons actuellement et d'illustrer les différents retours sur investissement que nos partenaires trouvent dans ce genre de programme. Donc, chez l'Occitane, pour commencer, c'est vraiment l'expérience client, l'expérience consommateur en magasin, avec l'importance des testeurs, de tester en magasin, etc., et la proximité des vendeurs avec les consommateurs. Donc, l'intérêt de l'Occitane de participer de mettre en place ce genre de plateforme de recyclage, c'est de pouvoir à la fois fidéliser le consommateur, avoir un autre touchpoint entre le vendeur et le consommateur, et aussi de stimuler les ventes avec l'offre, par exemple, de bons d'achat. Pour chaque produit ramené, le consommateur a 10% de réduction valable le jour même quand il ramène ses produits pour qu'ils soient recyclés. Dans l'exemple de Rip Curl, ici, Rip Curl choisit de travailler vraiment sur la différenciation par rapport à des magasins de surf plus généralistes, en proposant cette offre innovante de recyclage des combinaisons de plongée, avec donc tout un panel de signalisation en magasin, mais aussi une campagne en ligne et sur les réseaux de communication autour du programme de recyclage. Et de ce qu'il advient des combinaisons de plongée une fois qu'elles sont recyclées. Chez Meka, en Australie, l'intérêt ici est vraiment l'accent est mis sur la création, le projet circulaire, c'est-à-dire que cette boîte de collecte que vous voyez ici a été fabriquée 100% en plastique recyclé post-consommateur, et notamment en partie par les produits cosmétiques qui sont recyclés, qui sont collectés dans ces boîtes de collecte. L'autre intérêt pour Meka, c'est de transformer son entreprise par la circularité en réengageant ses équipes autour de choses et d'actes concrets. Ça permet donc l'alignement d'un engagement personnel ou d'une sensibilité de citoyen afin de le retraduire chaque jour au sein de son entreprise. Pour Bausch & Lomb, donc Bausch & Lomb est une entreprise qui vend des lentilles de contact, et donc ils ont décidé, eux, de mettre l'accent sur tout un programme, toute une campagne marketing autour de leur programme de recyclage pour inciter à la fois le consommateur, mais aussi leurs distributeurs, donc qui sont les opticiens, à collecter et à recycler les lentilles. Superdrug, en Angleterre, a décidé, lui, dans l'exécution du programme de recyclage, de
faire intervenir une diversité d'acteurs qui sont parfois même concurrents pour porter un sujet commun qui est le recyclage des blisters de médicaments. Big W en Australie, ici, l'intérêt est d'allier un impact social à l'impact environnemental fort. C'est-à-dire que chaque jouet qui sera déposé dans la borne de collecte que vous voyez ici sera ensuite trié. Ceux qui pourront être donnés seront donnés à des communautés défavorisées et ceux qui ne peuvent pas avoir une seconde vie avec des enfants en tant que jouets seront recyclés via TerraCycle. Plus proche de nous, chez Monoprix, nous avons travaillé depuis l'an dernier au développement et à la mise en place de ces kiosques permanents de collecte dans plus de 100 points de vente en France autour des produits de salle de bain. Donc en collaboration avec Monoprix et les marques leaders de leur catégorie, Signal, L'Oréal et Gillette et Vénus. Donc chez TerraCycle, on est expert dans le domaine du développement durable, mais aussi dans les domaines de la science. Donc par exemple, ici, Procter & Gamble et sa marque de couches pour enfants Pampers. Nous avons développé aussi avec Carrefour à Amsterdam et à Paris ces bornes connectées de collecte pour les couches pour enfants, avec laquelle a été associée une application qui permet d'assurer la traçabilité du dépôt, de sécuriser le dépôt et aussi de générer de la data sur les consommateurs. La dernière nouveauté chez TerraCycle, ce sont ces kiosques de recyclage. Donc, qui ont été installés en collaboration avec différents retailers à travers le monde. Donc, ces kiosques sont installés en extérieur sur les parkings des retailers participants. Ils peuvent collecter entre 6 et 12 flux de déchets différents. Et encore une fois, je rappelle qu'on travaille uniquement sur les déchets qui ne sont pas acceptés par les municipalités. Donc ici, ça va être les jouets, le textile, les produits cosmétiques, les brosses à dents, par exemple. Avec Walmart aux États-Unis, donc là, toute une campagne Recycle More et donc une collecte de 12 flux également. Et plus proche de nous, avec Carrefour, nous avons lancé il y a quelques semaines seulement ce kiosque de recyclage en France. Pareil, avec les marques leaders de leur catégorie. Donc c'est vraiment un partenariat, une collaboration entre le retailer et les marques. Donc, dans le cadre du lancement du kiosque, nous avons aussi développé une appli qui s'appelle donc Recycle and Save. Cette appli permet aux consommateurs de scanner ses déchets, ensuite de pouvoir localiser le point de dépôt le plus proche, le point de collecte le plus proche, donc ici en l'occurrence Carrefour, de venir déposer son déchet dans le kiosque de recyclage et de générer des bons d'achat. Donc, en termes de bons d'achat, il me semble que c'était jusqu'à 15 €. Oui, tout à fait, 15 €. Donc, ça allait de 1 € à 15 € selon les volumétries qui étaient collectées dans le kiosque. Merci Romain. Voilà, donc une fois qu'on a collecté tous ces déchets, qu'est-ce qu'on en fait? On les recycle. On fait, donc chez TerraCycle, on travaille vraiment sur du recyclage matière, c'est-à-dire pas de recyclage chimique. On va séparer les différents matériaux et ensuite les recycler dans des flux individuels. Donc une fois qu'on a ces matières premières secondaires, on va pouvoir créer de nouveaux produits. Et donc certaines marques, ici vous avez quelques exemples de produits recyclés qui ont été créés par des marques partenaires. Ici, Earthbound Holistic qui a choisi d'utiliser les emballages de nourriture pour chiens et de les recycler en frisbee qui sont ensuite donnés à leurs propres consommateurs. Donc on peut vraiment raconter des histoires impactantes autour du recyclage et du déchet. Ici, Garnier et L'Oréal ont décidé de faire don de jardinières en produits cosmétiques recyclés à des communautés défavorisées. Ici, Kose, donc une marque cosmétique au Japon, s'est associée avec Aeon, un des plus grands retailers japonais, pour créer ces paniers de shopping, ces paniers de courses, à partir de plastique de plage qui ont été récupérés sur les plages du Japon.
Et pour terminer, je vous parlerai du podium des Jeux Olympiques à Tokyo qui a été créé en collaboration entre P&G, Aeon et TerraCycle. Nous sommes actuellement en phase de production pour les JO de Paris 2024 et nous sommes également ravis de travailler sur les podiums des JO d'hiver de Milan 2026. Donc là, ces podiums ont été créés entièrement avec des produits recyclés et collectés qui ont été collectés dans les supermarchés Aeon pendant une certaine durée. Donc c'est ici un projet impactant, avec une forte visibilité et innovant d'un point de vue technique, puisque c'est une première, ça n'avait jamais été fait avant. Donc pour conclure, je dirais que les opportunités d'agir pour les retailers aujourd'hui sont nombreuses. J'espère que j'ai pu vous donner quelques exemples ou quelques idées inspirantes. Je serai ravie d'approfondir le sujet ou de répondre à toutes vos questions après cette présentation. Et donc pour finir et passer la parole à Romain, je pense que l'économie circulaire, il est important de souligner que l'économie circulaire cherche à minimiser la production et la consommation des ressources. Et ça peut être fait de plein de façons différentes, dont par ces 3 R dont on a parlé au début de la présentation. Le recyclage, c'est une option. Ce sont des solutions qui sont disponibles immédiatement pour un problème grandissant. Mais on peut aller encore plus loin. Et donc chez TerraCycle, nous avons décidé de nous attaquer au réemploi, donc le 2e R. Et je vais laisser Romain vous en dire plus. Merci beaucoup Marine. Donc enchanté. Moi, c'est Romain, donc je suis en charge des partenariats distributeurs pour Loop. Donc Loop, comme l'a dit très bien Marine, c'est une branche de TerraCycle qui a été créée il y a 4 ans. Et ce que je trouve assez inspirant en fait dans cette histoire, c'est de se dire que c'était donc TerraCycle qui est d'ailleurs, je ne parle pas au passé, une société qui est spécialisée dans le recyclage. C'est dit pour solutionner la problématique des déchets, le recyclage c'est évidemment une solution. Est-ce que c'est la monosolution? Non. Il faut réduire les volumétries de déchets qu'on met sur le marché. On a une crise des déchets mondiale qui est, si vous n'êtes pas au courant, grandissante. Récemment, je voyais une étude qui montrait que le poids des plastiques, c'est 2 fois le poids des poids de toute la biodiversité des animaux sur la Terre. C'est-à-dire que si on fait la somme, on a 2 fois plus de plastique sur la Terre que d'animaux en termes de poids. Donc c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Et ça, c'est à l'heure actuelle. Et les projections sont d'autant plus importantes dans les années à venir. Donc nous, l'objectif, c'est d'essayer de trouver des solutions innovantes pour des distributeurs, des retailers, pour des marques, pour réduire la mise sur le marché de déchets et notamment d'emballages. Entre autres, vous verrez qu'il n'y a pas que des emballages, il y a aussi des produits. Et notre ambition, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut réinventer des modèles qui existaient il y a quelques années en changeant un peu de paradigme. Donc aujourd'hui, alors on est moins implanté internationalement que TerraCycle, mais on est quand même. La France, c'est notre pays phare qui a été lancé il y a 4 ans avec Carrefour, qui est notre partenaire numéro 1. Il y a aussi en Angleterre Tesco, Aeon au Japon et un des gros distributeurs avec qui on travaille aux États-Unis, c'est Walmart. Et donc aujourd'hui, voilà, pour vous donner un peu une idée, le sujet du réemploi, il est vraiment tiré par la France déjà pour des questions réglementaires, qui est vraiment pionnière sur les sujets de réglementation, sur les sujets d'économie circulaire, et aussi par des clients. Parce qu'à la fin, en tant que distributeur, il y a une volonté de se différencier, de répondre à des besoins de clients. Et donc la clientèle, je dirais, européenne a une sensibilité plus importante. Et aussi le Japon, qui fait partie des pays qui sont vraiment leaders sur ces sujets. Donc globalement, Loop, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de réemploi qui va permettre à n'importe quelle marque ou industriel de développer des emballages réemployables, donc pas recyclables, c'est-à-dire qu'ils vont être réutilisés, et n'importe quel distributeur de mettre à disposition ces emballages à leurs clients. Et donc, nous, notre vision du réemploi, et là on innove, et là on essaye de se différencier, c'est qu'on a pour motto de rendre le réemploi simple, pratique, et facilement accessible à un nombre de personnes le plus large possible, en permettant à un client d'acheter un endroit
et de ramener un autre. Et donc cette notion d'écosystème, c'est vraiment ce qui fait la différenciation de Loop et aussi ce qui nous permet d'évoluer par rapport à ce qui a existé et qui existe, qui persiste encore en Belgique, en Allemagne, mais qui a disparu en France dans les années 80, pour vous donner un petit peu de page historique sur la consigne. Et donc, pour certains, on a l'image, quand on va parler de réemploi, de consigne, l'image du laitier à l'époque qui faisait sa tournée et récupérait ses bouteilles parce qu'en fait pour le laitier il faisait pas ça pour des logiques environnementales, il faisait ça pour des logiques économiques parce que l'emballage était son actif, c'était un actif, c'était pas un coût. Et donc pour les plus jeunes générations comme moi par exemple, donc le laitier ça me parlait pas énormément avant de travailler chez Loop. Moi c'est plutôt la soda stream. Donc voilà, la soda stream elle est consignée un peu pareil, c'est-à-dire que vous allez la rapporter et puis il y a cette notion de réemploi. Donc chacun prend l'exemple qu'il veut en fonction de sa génération. Et donc nous l'enjeu c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on arrive à réappliquer les principes économiques du réemploi et de la consigne du laitier de l'époque, tout en prenant en compte la réalité d'aujourd'hui. De dire, oui, le plastique, c'est quand même extraordinaire, c'est un matériau qui est extraordinaire si on occulte la partie environnementale et le challenge qu'on a. C'est léger, c'est pas cher, c'est industrialisé. Donc comment est-ce qu'on arrive à prendre ces avantages-là du plastique en les retournant contre lui et en solutionnant cette problématique de déchets. Et donc c'est un peu ce paradigme-là qu'on essaye de résoudre avec nos différents partenaires aujourd'hui. Donc juste pour vous donner une idée un peu des solutions de zéro déchet qui existent aujourd'hui sur le marché. Nous, on a identifié 3 solutions qui sont complémentaires, qui ne sont pas l'une contre l'autre. Il y a le vrac, que vous connaissez dans la distribution, notamment alimentaire. Il y a les concentrés, qu'on va retrouver typiquement en lessive, où on va venir mettre de l'eau dans sa bouteille de lessive pour éviter de transporter de l'eau. Et il y a ce que nous, on appelle le préemballé, sur lequel nous, on est aujourd'hui concentrés, qui est comment, au niveau industriel, on va re-remplir des emballages, on va réutiliser des emballages à la source. Et donc, la taille de la bulle, c'est un peu les typologies de catégories de produits qui peuvent être intégrées dans cette initiative de zéro déchet. Et on le voit que c'est la plus grosse bulle. Donc, encore une fois, on est plutôt complémentaire aux 2 autres solutions. Et nous, on se concentre là-dessus. Pourquoi ? Parce que, en fait, on va parler d'alimentaire, mais on va aussi parler de produits d'hygiène. On va aussi parler de textiles consignés. On va aussi parler de différentes solutions et de produits dans l'économie en fait, de services. Et donc, c'est ça qui va nous intéresser, parce que ce modèle de la consigne, même si nous, on a, je dirais, un petit peu plus d'expérience sur le domaine alimentaire, il est applicable à plein d'autres domaines. Et c'est là aussi où est l'innovation. Donc d'un point de vue environnemental, je pense que vous avez déjà une idée sur le fait que c'est effectivement beaucoup plus positif. Il y a évidemment une réduction d'un point de vue climatique qui est assez importante, de plus de 45% des émissions de gaz à effet de serre. La pollution plastique, évidemment, puisqu'on va réemployer l'emballage, c'est-à-dire qu'on va réduire ce qu'on va mettre aujourd'hui sur le marché en termes de déchets. On va récupérer ces emballages, puisqu'en fait, à la fin de leur vie, quand ils ont effectué un nombre de cycles un peu minimum, maximum, on va aller les recycler, parce que forcément, ils ne sont pas infinis. Et enfin, on va développer un design d'emballage qui est sûr, parce qu'avec le développement des emballages en plastique notamment, on est allé chercher du prix pour évidemment gagner en marge, ce qui est un peu la pratique globale de n'importe quelle marque et distributeur, et un de ces challenges quand on voit les prix de l'énergie, quand on voit les prix des matières premières. Et donc on est allé chercher du prix, et en allant chercher du prix, on perd en sûreté, on perd en sécurité d'un point de vue de l'emballage, ce qu'on va gagner, puisque en fait, dans le réemploi, notre emballage, c'est notre actif, c'est notre investissement. Donc on s'assure qu'il soit le plus durable et le plus sûr possible. Donc aujourd'hui, au-delà de l'aspect environnemental, il y a un impact client très concret dont je vous parlais au début. Parce que un Carrefour qui s'est lancé typiquement en France avec nous il y a maintenant 4 ans a vu l'opportunité pour ses consommateurs de développer cette solution de réemploi. Et aujourd'hui, on le voit à travers des taux de conversion qui sont assez bons, donc jusqu'à 4% en magasin. On va avoir des clients qui vont acheter des produits consignés. Et on voit qu'il y a une fidélisation, parce qu'en fait, on a un acte de retour, on a un geste, on va avoir des clients qui vont revenir en magasin. Et donc, on voit que ça a un impact sur le fait qu'ils vont revenir plus régulièrement. C'est-à-dire qu'une fois qu'un client a réalisé un premier retour d'un emballage, à 70%, il va revenir très régulièrement. Et enfin, il y a un modèle économique, un peu comme le présentait Marine sur les déchets. Il y a un modèle économique de la consigne qui a été prouvé à échelle, où on a une performance économique par rapport
à l'usage unique. Quand on tire évidemment le modèle à échelle, aujourd'hui on ne peut pas encore parler de réemploi à échelle, en tout cas pas en France. Par contre, on observe ce qui existe en Allemagne, on observe ce qui existe en Belgique, où il y a des modèles à échelle et il y a une performance économique qui est indéniable, d'autant plus dans le contexte aujourd'hui qui est inflationniste sur les matières premières, sur l'énergie. Et ça, ces tendances, elles ne sont pas à la baisse dans les prochaines années. Donc concrètement, à quoi ça ressemble et comment ça fonctionne la consigne? Vous avez des distributeurs et des fournisseurs qui vont développer des produits dans des emballages réemployables et qui vont les mettre à disposition de leurs clients avec le soutien donc, de Loop. Donc nous, on va accompagner justement les équipes des magasins sur la formation de qu'est-ce que c'est que la consigne, comment l'expliquer aux clients, parce que c'est assez nouveau malgré tout, même si quand on pose la question, il y a beaucoup de personnes qui nous disent que ça leur parle et ça leur remémore des souvenirs. Et donc, le consommateur, il a plusieurs options pour rendre ses consignes. Il y a des points de collecte qui existent comme celui-là, qu'on appelle des bornes. Alors, il y a de plus en plus de bornes maintenant en magasin. Il y a des bornes pour recycler les bouteilles, il y a des bornes pour ramener des consignes. Et donc, nous, on utilise une application qui nous permet aussi, d'un point de vue data, d'avoir des éléments assez tangibles et intéressants pour pouvoir mesurer la satisfaction, pouvoir recroiser des données avec des cartes fidélité et pouvoir étudier ce chemin du parcours retour qui n'existait pas aujourd'hui dans un schéma de parcours de retailer classique. Et on a une version vraiment low-tech, où là, on va juste rendre à la caisse, parce que sur des plus petits magasins, il n'y a pas cette capacité d'avoir un espace de collecte dédié, en tout cas pas à date. Et donc, on permet aussi à des personnes qui n'ont pas de smartphone de rendre leurs emballages plus simplement. Et ça, c'est des vraies photos. Ce pot de Nutella a vraiment été consommé, parce qu'on me pose souvent la question de est-ce que vous avez raclé ce pot de Nutella pour la photo? Non, il a été vraiment ramené ainsi. Et enfin, évidemment, donc, ces emballages, ils sont ensuite triés industriellement. On va rembourser les montants de consigne et on va les laver pour répondre aux normes qualité des différentes marques. Et on travaille par exemple avec des petits pots bébés Blédina. Donc je peux vous dire que le cahier des charges qualité pour faire du réemploi sur des petits pots bébés, il est très exigeant. Et on va travailler avec d'autres marques qui vont avoir des exigences moindres par rapport à la sécurité de leurs produits, qui est un peu moins exigeante que des petits pots bébés. Donc on n'a pas de barrière d'un point de vue qualité pour faire du réemploi à plein de niveaux différents. Donc concrètement, les distributeurs, ils vont construire leur assortiment et ils ont plusieurs options. Soit ils ont un emballage qui est déjà solide, qui est durable, qui leur permet de faire du réemploi à date. Soit ils peuvent disposer d'un catalogue d'emballage qu'on aura travaillé avec eux, qui est un catalogue d'emballage qui sont standardisés, qui permet de vraiment passer à échelle plus vite, ou ils peuvent faire du sur-mesure. Et c'est vraiment une des briques de notre innovation. Donc les packaging existants, vous voyez, il y a vraiment une variété d'emballages. On travaille aussi avec des matériaux différents. Et ça, c'est un point qui est très important parce que vous allez avoir du verre, donc le fameux ketchup Heinz. Vous allez avoir du plastique, typiquement sur la bouteille de lait. Et vous allez avoir différentes typologies. Alors juste après, vous le verrez, hop, des métaux. Qui vont avoir plus de durabilité, qui vont être un petit peu plus chers. Donc selon le positionnement des produits, on voit qu'il y a des choix qui sont effectués, qui sont différents. Donc voilà, ça c'est les emballages du catalogue que l'on propose aujourd'hui. Et enfin, des emballages personnalisés, donc typiquement Häagen-Dazs, qui a développé un pot de glace qui leur permet de résoudre à la fois la problématique du réemploi, mais pas seulement. Parce qu'en fait, ce pot, il permet de ne pas avoir froid aux mains quand on mange sa glace. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Et ça montre aussi toute l'innovation qu'il y a derrière l'emballage quand on décide de ne pas faire de cet emballage un coût, mais un actif. On va aller rechercher comment, en investissant dans cet emballage, on peut aller chercher des atouts clients. Et donc, c'est ça aussi qui est intéressant de se dire il y a un champ qui est aujourd'hui totalement inexploité pour améliorer l'expérience client en magasin et innover à travers le réemploi. Et donc, moi, j'aime bien donner cette image parce que souvent, le réemploi, ça ne parle pas vraiment sur à quel point c'est un sujet transformant. Pour nous, le réemploi, c'est aussi transformant que le e-commerce ou que le bio a pu l'être chez des retailers. C'est le même niveau d'innovation et de champ des possibles et aussi de transformation à mettre en place chez des retailers que ces deux autres gros pans qui ont évolué. Et ça demande aussi le même niveau d'énergie parce qu'il faut repenser complètement la chaîne de valeur et le fonctionnement justement de cette chaîne de retour qui n'existe pas, qui est à reconstruire. Donc aujourd'hui, on est dans une cinquantaine de magasins Carrefour, donc 51 très exactement. Bientôt une centaine avant la fin de l'année. On a un partenariat donc de longue date avec Carrefour qui est, je pense, un pionnier sur les sujets un peu de développement durable aujourd'hui sur le commerce alimentaire. Ça, c'est juste pour vous donner des images de à quoi ça ressemble effectivement dans des plus petits magasins.
Donc vous avez des produits avec le prix des produits et le montant de consigne associé. Ça, c'est un exemple de Tesco, donc une mise en avant avec un peu plus de produits, une mise en avant qui était un peu plus digitalisée avec de la pédagogie. Donc ça, c'était un pilote qui a été réalisé il y a 6 mois. Kroger aux États-Unis. Aeon au Japon, donc qui était un partenaire aussi de TerraCycle, qui a plus de 100 magasins. Donc c'est vraiment le partenaire avec qui on a développé le plus de projets. Et enfin Walmart, qui est 100% e-commerce, qui a lui sur sa division US In-Home. Donc ça, c'est le concept, vous avez dû le voir un petit peu en pub, où on vient déposer chez vous des courses dans votre frigo. Et ben là, ils ont développé le concept de retour avec ce service-là, c'est-à-dire qu'on vient chercher chez vous les contenants vides. Donc c'est un petit peu particulier. Je suis pas sûr que le marché français soit tout à fait prêt pour ça, mais en tout cas, on teste la consigne. Et c'est pour vous montrer en fait à quel point on peut pousser le sujet du réemploi loin dans le retail. C'est qu'on peut aussi innover à travers les innovations, on va dire transverses, qui sont déjà mises en place. Essayer d'innover en rajoutant une brique de consigne sur ces services-là qui sont très innovants. Donc voilà, nous, notre challenge de tous les jours, c'est vraiment de rendre le réemploi aussi simple que de jeter un emballage. Et pour ça, donc, on invite un maximum de distributeurs et de marques à nous rejoindre et à travailler avec nous, justement pour écrire un peu cette vision du futur zéro déchet, à travers le recyclage et à travers le réemploi, qui sont deux solutions de demain. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Que les gens puissent entendre. Bonjour, merci déjà. J'ai une petite question parce que moi je travaille dans la mode chez Ben Simon dans le textile. Vous parlez beaucoup de produits de grande consommation, cosmétiques, jouets, mais est-ce que vous avez des exemples aussi dans le textile ou pas du tout pour l'instant? Si. En recyclage, réemploi ou les deux? Les deux. Alors je vais parler pour le réemploi, je te laisserai Marine. Donc nous, on a fait du réemploi de couches de bébé. Donc c'est pour vous dire, donc avec Charlie Banana. Donc ça, c'est sport pour ceux qui ont des enfants. Donc c'est pour vous montrer que oui, on a fait du réemploi, ça fonctionne. On a un challenge effectivement d'un point de vue du modèle économique d'arriver à échelle et de montrer comment la production d'un nouveau produit ou d'une nouvelle basket par exemple versus le nettoyage est moins cher. Et donc ça, on arrive à le démontrer d'un point de vue économique. Donc techniquement, c'est possible. Et ça se porte bien. Donc si on arrive à en faire pour des couches, je pense qu'on peut en faire sur pas mal de catégories. Voilà, donc sur la partie réemploi. Et sur la partie recyclage, donc dans la chaussure en particulier, on a eu un programme avec Vans où on recyclait une partie de la chaussure. Parce qu'en fait, ce qui est difficile dans la chaussure, c'est le fait que les matériaux soient cousus entre eux ou scellés entre eux, et donc du coup difficilement séparables. Donc on a fait un programme, on a eu un partenariat avec Vans. On a un programme actuellement avec Teva sur les tongs. Qui sont monomatériaux. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile pour le recyclage. Et ensuite, on a un programme actuellement, toujours dans le thématique des fluides, on a un programme avec Parade, qui est une marque de culottes menstruelles aux États-Unis. Voilà. Donc oui, tout à fait. Et ça pourrait marcher pour des vêtements ou des sacs, accessoires en toile Alors, en fait, la technicité, c'est vraiment les multimatériaux et la façon dont ils sont assemblés. Si on peut les séparer facilement, oui. En fait, techniquement, tout est possible, c'est juste que ça va coûter plus cher. Alors, bon, en attendant, j'en ai quelques-unes. Alors d'abord, j'en ai une qui est juste hyper précise parce que j'ai tiqué tout à l'heure, je ne vous ai pas interrompu, sur les bornes et sur les bons d'achat. J'ai une question hyper technique, je reviens là-dessus. C'est le bon d'achat, il est en fonction de la quantité donnée par le consommateur. Comment c'est calculé? Il y a des capteurs, il y a quelque chose, c'est quoi? Alors, sur la partie du recyclage, il y a, en fait, on va demander au consommateur de faire une photo de ce qui est placé dans la borne. Donc, on a une vérification par le fait qu'on a une localisation de la personne. La personne doit se trouver
à côté du point de collecte. Si elle est chez elle, qu'elle prend une photo et puis elle repose ça dans son placard, ça ne fonctionne pas. Donc on valide la localisation. Elle prend une photo ou il prend une photo du nombre, par exemple, il y a des poils, il y a des jouets, du nombre de jouets. Et puis en fait, le bon d'achat va se générer derrière en fonction de la déclaration qui est faite. Et il y a une vérification de notre part après derrière. Voilà. C'est un peu comme ça qu'on arrive à vérifier l'information. En effet, il ne va pas prendre une photo et jeter dans la poubelle d'à côté. Alors voilà. Il est devant en tant qu'affaire, oui. En voilà. effet. On ne l'a pas encore vu en tout cas. Ça serait... voilà. Et je commence à perdre ce que je voulais dire. Sur les bornes ? Oui, ils doivent rentrer, c'est-à-dire qu'ils rentrent par ligne en fait sur l'application, c'est ça ? Ils sélectionnent par marque le nombre d'items qu'ils vont placer. Donc typiquement, je vais sélectionner, j'ai des collants DIM, j'ai 5 collants DIM, je vais sélectionner 5, puis je prends une photo. Il y a une base de données existante ? Comment ? Il y a une base de données existante ? Oui, en fait, on va présélectionner du coup par catégorie de produits les typologies de marques qui sont associées. Et donc, je vais pouvoir déclarer quelle est la marque de mon produit ou les marques de la catégorie de produits en question. Voilà. Ah, tout type. On juge pas, on accepte tout le monde. Alors là, on a eu des exemples de très grands groupes, ou de très grands retailers, Carrefour à l'international au Japon, aux États-Unis. Si on est plus petit, si on est même dans d'autres domaines, mais en tout cas où il y a beaucoup moins de quantité, est-ce qu'on peut quand même venir vers vous ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Oui, alors pour reprendre mon exemple de Parade, c'est vraiment une start-up qui a un an ou deux, je crois. Et l'intérêt pour eux, c'était de faire un gros lancement. Donc il était important, puisque c'est dans leur ADN, d'avoir ce retour, de pouvoir recycler les culottes menstruelles, enfin leurs produits. C'était important pour eux d'investir dans ce programme de recyclage. Après, on a des plus petites marques, on va dire, comme par exemple Ella's Kitchen. Donc c'est une marque, c'est pas un grand groupe, et ils mettent sur le marché des gourdes de compote, par exemple, pour enfants. Des gourdes de yaourt, qui sont des produits multimatériaux qui sont difficilement recyclables. Et on a d'autres partenaires, oui, qui sont de taille un peu plus réduite, quoi, qui ne sont pas les grands groupes qu'on a cités aujourd'hui. J'ai une dernière question, c'est moi qui aurai la dernière question. Du coup, j'ai trouvé ça très intéressant de parler d'une rentabilité et de transformer les emballages en actifs, d'essayer d'avoir cette réflexion-là. J'imagine que ça fait peut-être pas assez de temps pour que les gens avec qui vous collaborez aient des données peut-être de rentabilité. Est-ce qu'ils sont déjà rentrés dans une rentabilité à ce niveau-là ? Est-ce que pour l'instant c'est juste une phase d'investissement ? On sait que ça peut durer des années. Enfin, où ça en est ? Est-ce que vous avez des datas sur ça ? Comment c'est ? Alors, je vais laisser Romain répondre sur Loop, mais sur TerraCycle, donc ça fait 20 ans qu'on existe et que nos partenaires historiques continuent à renouveler leurs contrats avec nous. Donc, c'est qu'ils sont ravis de l'exécution et des retombées, notamment d'un point de vue financier pour eux. Et donc sur la partie réemploi, on n'a pas 20 ans d'expérience, mais même en quelques années. Je vais prendre un exemple concret d'un de nos partenaires qui est William Peel. Alors c'est pas le produit le plus sexy, on va dire, dans les spiritueux, mais c'est le whisky c'est un des top 10 produits les plus vendus en grande distribution. Je crois juste devant des yaourts. Enfin, c'est vraiment toute catégorie confondue de produits de grande conso. Donc c'est le whisky William Peel. Donc moi j'étais assez choqué quand j'avais l'information. Et donc pour vous donner une idée, c'est pour vous dire que c'est un gros acteur en termes de volumétrie. Et eux, à date, c'est déjà plus rentable une fois que l'emballage a fait 2 tours de faire du réemploi par rapport à de l'usage unique, parce qu'en fait le coût de l'énergie a une part qui est très importante dans le verre. Et vous avez dû suivre récemment l'actualité de certains verriers qui ont fermé leur four dû à des coûts de l'énergie qui étaient trop élevés. Ils se sont dit, à partir d'un certain cap, on ne peut plus produire parce qu'on produit à perte. Donc on ferme. Et donc on n'a pas une notion de... Alors il y a une notion de rentabilité parce qu'évidemment il y a un cours donc, qui évolue à la hausse, mais il y a aussi une notion de sécurisation de l'approvisionnement. Et donc en fait, William Peel est venu aussi sur le sujet du réemploi pour sécuriser
leur approvisionnement d'emballage, parce que c'était un challenge pour eux de continuer à pouvoir produire des produits et remplir ces bouteilles demain. Et donc ils le voient parce que cette problématique de l'énergie, c'est pas une problématique de court terme, c'est une problématique qui ne fait qu'augmenter et qui ne fera qu'augmenter dans les années à venir. Voilà. Donc c'est possible, il faut peut-être faire les démarches pour faire les calculs, vous aider à ça, j'imagine, un peu Exactement. Ok, On fait de l'accompagnement sur tous ces sujets parce que chaque produit est très différent. Leur mission, éliminer la notion de déchets. Un grand merci, c'était Marine de Terra Cycle et Romain de Loop, pardon, pour Retail Connect. Merci beaucoup. Merci beaucoup.